Michel Maffesoli, bonjour. Bonjour, bonjour. Ce que j'ai retenu et ce que je voudrais retenir de votre ouvrage, c'est tout ce qui nous permet de mieux connaître votre façon de travailler. Parlons un peu du type de sociologie suivi par Michel Maffesoli. En particulier, parlons de la neutralité axiologique. Euh, Ce livre, d'ailleurs, se situe dans la foulée de tous mes livres, hein. J'ai fait une quarantaine d'ouvrages depuis 1973-74. Et j'ai été inspiré par deux maîtres, Julien Freund à Strasbourg, où j'avais fait une partie de mes études, et ensuite Gilbert Durand à Grenoble, l'un s'intéressant à la vie quotidienne, l'autre à l'imaginaire. Voilà. Et le type de sociologie que j'ai hérité, hein, souvenons-nous en quelque sorte de cette belle phrase de Bertrand de Chartres, hein, on est des nains qui se hissent sur les épaules des géants. Le type de sociologie que j'ai apprise à eux deux, c'est une sociologie qu'on appelle, dans notre jargon, phénoménologique. Phénoménologique, ça veut dire décrire ce qui est, non pas ce qu'on aimerait qu'il soit, ce qui pourrait être, mais par contre, se contenter, je dirais, de constater un certain nombre de choses. Voilà le premier point. Le deuxième point, puisque vous avez employé cette expression qui m'est chère, neutralité axiologique, qui est une expression que j'emprunte à Max Weber, hein, qui a fait une œuvre importante, et en particulier un de ses livres s'appelle Le savant et le politique. Hein, c'est-à-dire la distinction qu'il y a entre dont la fonction est d'essayer d'élaborer une connaissance, une pensée, le savant, et puis le politique. Et pour ma part, je me situe bien sûr dans la perspective de Julien Freund, dans cette tradition, encore une fois, de décrire en tant que savant, en tant qu'universitaire, sans me dire si c'est bien, si c'est mal. Et c'est ce que Weber appelait la neutralité axiologique, hein. C'est-à-dire on constate un certain nombre de choses, et moi je me suis employé à dire ni judicatif, ni normatif. Hein. C'est-à-dire, encore une fois, essayer de voir ce que la sagesse populaire dit bien, ce qui crève les yeux, et qu'on ne veut pas voir, d'une certaine manière. Hein, parce que, voilà, on est pris dans nos valeurs, nos convictions, nos opinions, mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir je dirais, ce recul, et pour moi, c'est cela, la neutralité axiologique. J'aimerais avoir l'avis du savant sur le mythe du progrès. Et la question, c'est est-ce que le mythe du progrès pourrait être contredit par votre concept d'enracinement dynamique? Vous savez, moi, j'essaie de mettre en perspective les choses et de rendre attentif au fait qu'il y a des époques. Hein. Quand on regarde sur la longue durée notre champ d'observation, 2000 ans d'existence en quelque sorte, on voit qu'il n'y a pas cette espèce de linéarisme auquel on est habitué, mais qu'il y a des époques. Et je rappelle, j'aime beaucoup les étymologies. En grec, le mot époque, ça signifie parenthèse. Une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Alors, quel est l'élément qui a été majeur tout au long du XIXe siècle? Eh bien, c'est cette espèce de linéarisme. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue. Ce qui par après va devenir, et c'est le grand mythe, hein, du XIXe siècle, le mythe du progrès, le progressisme. Des bons esprits, on peut dire que ce progressisme, ce mythe du progrès, n'était que la sécularisation de la belle idée messianique judéo-chrétien, hein. C'est-à-dire il y a un paradis céleste auquel on accédera, et ce que fait Hegel et ce que fait Marx à sa manière, et puis ce que font par après tous les penseurs qui ont réfléchi à ce mythe du progrès, eh c'est que on va arriver à une société parfaite, un paradis terrestre. Voilà. À l'opposé de cela, et voilà moi mon oxymore que vous avez cité, je rends attentif qu'il y a à certains moments le retour des racines, si je puis dire, hein. Et ce fut dans les années 70 ma thèse d'État sous la direction de Gilbert Durand, où j'ai proposé cet oxymore, enracinement dynamique, hein. L'enracinement dynamique, c'est le fait qu'à la fois il y a nécessité des racines, et en même temps, dynamis en grec, ça veut dire que cela donne une force, qui est une force spécifique. Voilà. Alors, c'est en ce sens que je dis, autant le mythe, le progressisme a bien marqué tout au long de la modernité, et le 19e siècle en particulier, autant on est en train de se souvenir, dans ce que j'appelle la postmodernité, cette nécessité des racines, et cela correspond d'ailleurs à une très belle idée, moi, auquel je suis très attentif, qui est la philosophie progressive. La philosophie progressive, la progressivité, c'est pas simplement le progressisme. Hein, cette espèce, ça veut dire tout simplement, et c'est ça l'enracinement dynamique, montrer qu'il y a nécessité de la tradition, hein, là où l'on est enraciné, et que c'est cela qui donne une force spécifique. Vous avez écrit, j'aimerais que vous nous en disiez plus,
que le wokisme pouvait expliquer la décadence de l'esprit des Lumières? Alors, je dis que tout simplement, le wokisme, hein, c'est-à-dire que on va, et c'est en ce sens que c'est, j'ai dit, une caricature, ou en tout cas la fine pointe de la philosophie des Lumières, on va en quelque sorte universaliser une particularité, hein, en la matière, le sexe, la peau, le genre. Et on a vu comment, dans la petite décennie qui vient de s'écouler, hein, c'est pas vieux, il y a une espèce d'exagération de telle spécificité, de telle particularité, et on la présente comme étant universelle, hein, avec l'aspect de bagarre, de lutte, qui est inhérent en quelque sorte au fait qu'on montre comment on va lutter, hein, en fonction du genre, en fonction de la couleur de la peau, en fonction de telles particularités sexuelles, que l'on présente comme étant la valeur universelle, hein. Ce sont des minorités, mais des minorités qui s'inscrivent en quelque sorte dans l'aspect militant, dans l'aspect, je dirais, d'exagération d'une spécificité, d'une particularité, et que l'on veut généraliser. Voilà en quel sens je dis, non pas la décadence, mais à bien des égards la suite logique, hein, ce qui fut une belle idée, hein, cette espèce, l'universalisme de la philosophie des Lumières. Mais là, ça prend un aspect caricatural, et comme toute caricature, ça devient dangereux. C'est un peu mon sentiment concernant le wokisme, bien évidemment. Alors, Michel Maffesoli, je vous sens prudent, mais je sais que vous avez un fond anarchiste. Et je vais quand même citer une phrase que j'ai trouvée un peu percutante de votre ouvrage, où vous dites, vous écrivez, thèse, antithèse, synthèse, ce serait la marxisation des esprits. Alors là, il faudrait que vous m'expliquiez pourquoi. Oh, marxisation des esprits, oui, je dis bien, j'ai Il y a de la employé provocation l'expression. là, il y a de la provocation Non, là. mais ça ne gêne pas. Provocare, en latin, ça veut dire appeler en avant, hein. Donc, provocare. Et donc, n'ayons pas peur de la provocation. Moi-même, parfois, dans mes livres, je fais de la provocation. Donc, cela ne me gêne nullement. Ce qui fut justement ce grand mythe du progrès repose sur un concept que l'on oublie un peu trop souvent, enfin, qui est ce concept hegelien du dépassement, hein, c'est-à-dire Aufhebung en allemand, hein, le dépassement. Et le dépassement, c'est-à-dire qu'on va dépasser le dysfonctionnement, on va dépasser la maladie, possiblement on va dépasser la mort, vous voyez, etc. Et cela s'est traduit au travers de cette catégorie dialectique, thèse, antithèse, synthèse, hein, c'est-à-dire que l'antithèse, c'est le contraire qu'on va dépasser en synthèse. Cette grande idée, cette belle idée, peut-être, et à mon avis prétentieuse, et à bien des égards quelque peu paranoïaque, qui considère qu'on va arriver, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, au paradis terrestre. Voilà. Alors, c'est ça une marxisation des esprits. Mais je dis que, voilà, cette marxisation des esprits, c'est que on considère qu'on peut tout dépasser, hein, et cela aboutit au fameux transhumanisme, hein, qui considère fondamentalement qu'il y a possiblement, on peut dépasser la mort. Alors que d'autres logiques, et puisque j'ai cité une ou deux fois Gilbert Durand, je le rappelle, montrent qu'il y a ce que Durand appelle une attitude contradictorielle, une logique contradictorielle. Ça veut dire, contradictorielle, que le contraire, on ne le dépasse pas en synthèse, hein. C'est-à-dire que la vie sociale est faite d'une coincidentia oppositorum, hein, une coïncidence des choses opposées, et c'est la tension de ces éléments les uns sur les autres, pour moi l'image de la mosaïque en est une belle expression, qui fait que il y a une cohésion à partir de la diversité. Donc on n'est plus là dans la thèse, antithèse, synthèse, hein. On maintient le contraire. Et l'image que je donne pour bien me faire comprendre, c'est la voûte de la cathédrale gothique, hein. La voûte de la cathédrale gothique, son maintien repose sur la tension des pierres les unes sur les autres. Et que c'est cette tension qui aboutit à la cohésion. Voilà ce qui est la logique contradictorielle, ce que j'appelle, moi, une harmonie conflictuelle. Bien. Alors, sur mes 5 premières questions, j'ai interrogé le savant. Je voudrais réserver la dernière question aux politiques, parce que le titre de votre ouvrage, c'est quand même Le Grand Orient, les lumières sont éteintes. Dans votre cheminement, vous avez à un moment donné pensé que vous n'étiez plus en phase avec les travaux qui s'effectuaient au Grand Orient, et vous avez démissionné. À la suite de quoi, 4 jours après, le Grand Orient vous a exclu ou radié. Vous nous expliquerez la différence. La question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas
un vice de forme juridique sur cette exclusion? Est-ce que vous allez entamer une procédure juridique sur ce vice de forme? Non, pas du tout. On m'a dit, des grands amis avec avocats m'ont dit qu'en effet, c'était curieux qu'alors que j'ai déposé une lettre de démission envoyée au grand maître du Grand Orient, quelques jours après, la Chambre suprême de justice maçonnique me faisait une exclusion, je crois, hein. Je ne me souviens plus, c'est trop compliqué pour moi. Bien évidemment, je tiens à le dire de suite, puisque cela s'est passé le 14 novembre, qui était le jour de mon anniversaire. Moi, j'avais démissionné le 10 novembre dernier. Je ne vais pas mener quelque action juridique que ce soit. D'abord, mon grand âge fait que d'une certaine manière, j'ai pas du temps à perdre. Et puis, je n'arrête pas d'être invité ici ou là dans diverses obédiences pour faire des planches et je continuerai à le faire, bien évidemment. Non, ce qui est beaucoup plus profond, c'est que de mon point de vue, j'ai eu pour ami Charles Porcet, nous avions des positions diamétralement opposées, mais très amis et frères, puisque j'étais dans son atelier à un certain moment. Porcet avait bien montré que, en bel historien qu'il était, historien de la philosophie, montrait comment la franc-maçonnerie avait été en phase avec justement ce qu'était la modernité au XVIIIe siècle, par exemple, hein, et qu'il y avait un processus d'interaction très forte. Mon hypothèse, et c'est ce que je développe dans mon livre, c'est qu'actuellement, la franc-maçonnerie, le Grand Orient, et je précise la distinction parce qu'il y a bien d'autres obédiences, Dieu merci, qui justement échappent à cet enfermement, n'est plus en phase. Ce Grand Orient devient un club politiste, hein, socialisant vaguement, et il est intéressant de voir que les diverses planches portent non pas sur des sujets symboliques, mais plus sur ce qui s'appelle le sociétal, d'une certaine manière. Mais le mot sociétal, malheureusement, ne veut plus dire grand-chose. Et c'est en ce sens que je dis, le Grand Orient devient un petit Occident, hein, et que c'est en ce sens que les lumières sont éteintes, c'est-à-dire que, et c'est intéressant de voir, cela m'a été dit par un responsable du Grand Orient, 65% des jeunes qui rentrent en maçonnerie ne terminent pas l'année au Grand Orient. Et par contre, ces jeunes générations vont se retrouver, Grande Loge de France, Grande Loge nationale de France, et puis bien d'autres obédiences symboliques qui fleurissent en France. Par contre, ce qui est beaucoup plus profond, c'est de voir en quelque sorte, si je reprends une expression qui a été bien développée par Jean Bello, la voie substituée. Hein, c'est-à-dire que le Grand Orient n'est plus sur la voie qui était à l'origine quelque chose d'intéressant pour lui, c'est-à-dire en phase avec son temps, et qui n'est plus, de mon point de vue, en phase avec la post-modernité. C'est pour cela, encore une fois, qu'il y a ce déphasage. Un des chapitres de mon livre, c'est le fait, j'insiste là-dessus, sur le fait que moi, quand je suis rentré en maçonnerie, la moyenne d'âge était de 42 ans. Actuellement, elle est de 65 ans, ce que j'appelle un club de 50 nuances de gris, si vous voulez, d'une manière un peu amusante, pour rendre attentif au fait que c'est un club de retraités, qu'on a peur de la différence et on veut en quelque sorte passer au rouleau compresseur du conformisme logique, de la bien-pensance, et il n'y a plus là de liberté de conscience, il n'y a plus là de liberté de penser. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire Très bien. dans ce livre.